Vous êtes un leader d'opinion dans la ville de Lubumbashi et en République démocratique du Congo. Vous avez suivi comme nous le déroulement de la table ronde interprovinciale entre l'espace Grand Katanga et l'espace Grand Kassai. Et dites-nous un peu, comment vous avez, vous, personnellement, apprécié l'initiative et les résolutions qui sont prises? Merci beaucoup, cher Joseph, pour cette question d'actualité. Il faut savoir que nous, au Rassemblement populaire, le LRP, nous sommes dans la vision d'un État. Un État où l'unité nationale est une priorité. Lorsque nous parlons unité nationale, c'est non seulement par rapport à la grande diversité que comprend notre pays en termes de tribus, en termes de zones linguistiques, mais c'est aussi en termes de richesse que tout cela peut apporter à notre République. Lorsque nous apprenons qu'il y a un dialogue intercommunautaire qui est organisé à Lubumbashi, nous ne sommes pas surpris. Pourquoi? Parce que ce sont des faits qui sont inhérents même à la nature sociologique, sociale de l'être humain. Les problèmes de la communauté katangaise, la communauté kassaïenne au Katanga ne sont pas une exception. Ils ne sont pas une exception en ce terme. Quand vous allez par exemple au Kivu, vous allez trouver aussi il y a des dissensions souvent entre les Bashi et les Barega, les Babembe et les Bafulero. Vous allez un peu plus loin au Nord Kivu, les Banande, les Bahunde, les Banyanga et les Bahutu et consorts. Donc ce sont des réalités qui sont inhérentes même à la façon de vivre de l'Africain. Comme quoi les branches, les arbres qui sont côte à côte se frottent toujours. Mais ce que nous déplorons, c'est que une situation banale qui est partie sur un fait isolé, un fait divers, a été commenté par quelqu'un qui avait une certaine stature, qui a finalement été récupéré par d'autres personnes qui ont une autre stature, et au finish, on se retrouve avec une question nationale, où on commence à se poser des questions, on commence à faire peur à la population, on commence à oublier de faire autre chose et se consacrer sur une question qui peut se régler juste avec le dialogue. On consacre des moyens de l'État importants pour une question qui peut se régler. Surtout lorsque ce dialogue est chapeauté par la sommité de l'État. Il existe des institutions, il existe des mécanismes, il existe des organisations communautaires, des organisations de notables qui peuvent résoudre ces différends. Des différends qui sont certes profonds, puisque dans le temps, dans le passé, ils ont abouti à des situations très déplorables, et que Dieu nous en préserve. Ce n'est pas l'héritage que nous devons laisser à nos enfants. Mais lorsque les politiciens récupèrent ce spectre, ces fantômes de ce passé, juste pour un positionnement, juste pour se faire remarquer, juste pour remettre les projecteurs sur leur face, nous trouvons cela déplorable. Et que on ait conseillé au chef de l'État de présider cela, je pense que c'est une maladresse. Parce que supposez, si ça n'aboutit pas, après le président de la République, quelle est cette institution qui va pouvoir chapeauter cela? Qui va pouvoir récupérer? Où est-ce que nous allons faire un recours? Dans ce dialogue, il est important, il était important, il sera important de pouvoir s'attaquer beaucoup plus aux causes plutôt que aux conséquences. Mutatis mutandis, d'autres choses récentes égales par ailleurs, tant que les causes qui ont amené à ce que nous puissions parler de ces choses-là ne sont pas traitées à froid, les yeux dans les yeux, on ne pourra pas y arriver. Nous pensons qu'il est urgent que cette question soit traitée et résolue avec l'apport de la justice transitionnelle.
La justice transitionnelle, qui est une justice particulière, qui ne va pas devant les tribunaux classiques, qui ne va pas résoudre les conflits avec les textes de loi classiques, mais une justice sociale, une justice où les communautés vont dialoguer, vont se mettre ensemble, vont essayer de réparer les torts qui ont été subis par les uns et les autres. Et pour cela, il y a besoin d'appeler les notables de la communauté kassaïenne, les notables de la communauté katangaise et les notables des autres communautés qui vivent ici au Katanga et résoudre ce problème. Parce que si demain ça éclate au Kivu, au Maïndombe, on va dire en province orientale, faudra-t-il encore qu'une grosse délégation comme celle qui a vécu pendant 10 jours ici se déplace? Je pense que le président de la République a autre chose à faire que de se balader, à faire le chef de village et à trancher des palabres entre les communautés. Est-ce que vous estimez que le réel problème et les vrais mineurs étaient autour de la table et les réels problèmes ont été traités? Je ne vais pas m'avancer sur cette question, puisque si je disais que les réels meneurs étaient autour de la table, c'est que je les connais et que je sais de quoi il en ressort. Mais ne les connaissant pas, nous imaginons, nous osons espérer que ceux qui voulaient apparaître sont apparus et ont pu dire ce qu'ils avaient à dire. Mais là où ça a été encore maladroit, c'est que le président de la République lui-même, qu'on se le dise, il fait partie d'une communauté, comme vous, comme moi, comme tout le monde. Il risque d'être pris comme jugé parti. Et l'efficacité de ce dialogue risque d'être sapée par le seul fait que ce soit lui qui échappe à cela. Et ça, c'était une imprudence. Il aurait bien pu déléguer un ministre. Il y a des députés nationaux, originaires d'ici, qui peuvent résoudre ces problèmes et faire rapport. Il y a plein de structures pérennes qu'on peut mettre sur place, puisque ce n'est pas un problème à résoudre autour de 10 jours, 15 jours, 20 jours. Il y a tout un travail de fond qui doit être fait. Et ce travail, je pense qu'on peut le confier à une commission et il n'y a pas besoin d'en faire quelque chose de si spécial, de le mettre comme l'actualité et dépenser les données de l'État pour une histoire comme ça. Alors, quelle chance accordez-vous à la mise en application des résolutions de ces assises? En tant qu'humain, en tant que Congolais, en tant que... Moi-même, je suis du sud Kivu, mon épouse est kassaïenne. J'aurais pu épouser une katangaise, j'aurais pu épouser une femme de n'importe quelle autre province. En tant que nationaliste, je pense que nous ne pouvons que souhaiter que ceci puisse aboutir, que cette situation ici puisse se finir une fois pour toutes. Nous n'avons pas à léguer cette haine à nos enfants qui ne connaissent pas l'histoire de Didi Timbok et consorts. Nous n'avons pas à léguer ces rancœurs, ces comportements vindicatifs que certaines personnes ont et d'autres comportements réactionnistes que d'autres personnes peuvent avoir. Il n'y a pas lieu. Le pays aujourd'hui est dans un tel état que nous avons des priorités qui sont différentes. Pensons à comment est-ce que nous allons construire ce pays. Arrêtons de nous arrêter, de nous embourber dans des spirales tribales, dans des histoires qui nous rabaissent davantage au lieu de nous focaliser sur les vrais enjeux de la vie. Alors, Monsieur le Président, après ce sujet, je voudrais qu'on passe à un autre. C'est celui qui crée beaucoup d'agitation au niveau de l'Assemblée nationale. Avant cela, je voudrais savoir, est-ce que ce Congo a encore besoin de partis politiques? De mémoire, je pense qu'il y a plus de 500 partis politiques. Et si il y a un autre parti politique qui naît aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, ça voudra justement dire que tous ceux qui sont là ne font pas le travail. Ce n'est pas parce que nous en avons déjà 1000 qu'il ne faut plus qu'il y en ait. Si les 1000 ne font pas leur travail, si les 1000 commencent à se regrouper, pendant que nous pensons à comment nous rassembler, nous Congolais, leaders d'opinion, pour réfléchir pour l'avenir de notre pays, pour comment renouveler notre classe politique, les autres, ils passent leur temps à réfléchir à comment se regrouper pour, encore une fois, nous confisquer le pouvoir et nous manger à une autre sauce. C'est inacceptable. Si vous ne voulez pas vous engager, si vous
préférez rester laxiste, vous n'avez même plus le droit de vous plaindre de la politique du Congo. Qu'est-ce que vous reprochez aux responsables de partis politiques et pourquoi vous-même vous voudriez avoir un parti politique? Ce que nous reprochons, il n'y a même pas besoin de le dire. Lorsque vous êtes responsable politique, vous avez une vision politique et que du jour au lendemain, vous passez de gauche vers la droite parce que vous pensez qu'à votre propre bourse, qu'à votre propre famille, qu'à votre propre clan, que finalement vous prenez en otage toute la République parce que vous vous organisez en club d'amis, en club de notables, de népotisme. Les mêmes qui ont été hier mouvanciers à l'époque de Mobutu se transforment en majorité présidentielle avec les Kabila, se transforment en FCC, ils deviennent FCC Cash, et quand ils s'embrouillent, ils deviennent Union Sacrée. Mais finalement, on va où? Où est-ce que vous avez vu un pays dans lequel un parlement change de couleur sans élection, sans vision? Nous pensons que ce pays a besoin d'hommes nouveaux qui ont une autre conception des valeurs morales, des valeurs éthiques, qui vont militer en politique par rapport à des valeurs, par rapport à une idéologie. Ces gens, ils existent. Vous en faites partie, j'en fais partie. Mais le seul problème, c'est que nous sommes éparpillés. Nous devons nous rassembler, nous mettre ensemble. Réfléchissons à ce que nous pouvons donner à ce pays. Parce que cette classe politique, elle a montré ses limites. Et elle ne partira pas d'elle-même. Il faut qu'on l'aide à partir. Alors, Monsieur le Président, au niveau de l'Assemblée nationale, les députés sont en train de vouloir revoir certaines lois, il y a des propositions de lois qui sont en gestation. Qu'est-ce que vous pensez, ou bien quel est votre point de vue par rapport à ceux qui veulent prévoir les conditions d'accessibilité à la présidence de la République, ou soit de la magistrature suprême? Je pense qu'il y a beaucoup de faux fuyants dans tout cela. Il y a à boire et à manger. C'est vrai que cette loi électorale a été un peu taillée sur mesure pour le régime sortant et qu'elle a des limites. Elle a des limites et elle devrait s'améliorer. Par exemple, moi personnellement, je suis persuadé que nous devons revenir au système où il y a deux tours, où il y a des débats entre les candidats, puisque le peuple a besoin de savoir sur quoi on s'engage. Est-ce que vous vous rendez compte qu'actuellement, le régime en place, personne ne connaît son projet de société? Nous sommes en train de naviguer à vue. Vous pouvez demander aujourd'hui le bilan du Premier ministre, mais vous allez donner son bilan par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il avait promis? Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a beaucoup de choses qui doivent être débattues. Il y a beaucoup de garde-fous qui doivent être placés, notamment ce système de népotisme où vous êtes président du parti politique, votre femme est l'adjointe, ou bien votre suppléante, votre fille, votre famille, tout ça, tout ça. Il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place, surtout par exemple cette ineptie de Congolais de père et de mère. Excusez-moi. Moi, j'ai fait l'interview. J'ai appris à l'école le Proarchia qui parle d'une histoire d'un monsieur, un citoyen grec qui est devenu citoyen romain et qui a eu un procès politique par rapport aux gens qui voulaient lui prendre son droit de cité. Et Cicéron avait dit que ce monsieur qui n'est pas né romain est même plus romain que ceux qui sont nés romains, parce que lui, il a fait le choix lui-même de pouvoir placer tous ses biens, tout son avenir dans cette République romaine. Donc cette histoire de Congolais de père et de mère, ce sont des fous fuyants. Si vous êtes un leader politique, que vous avez un programme dans lequel vous croyez, si vous êtes vraiment un homme fort et que vous pouvez arriver à convaincre les Congolais à voter pour vous, pourquoi vous avez peur? Affrontez. De quoi vous reprochez cette proposition de loi de congolité? La proposition de loi de congolité ne trouve pas un sens, on va dire, rationnel. Parce que depuis le temps qu'on prétend être dirigé par les Congolais de père et de mère, où est-ce que nous en sommes? Je ne fais pas l'apologie des étrangers, parce que moi-même, rassurez-vous, je suis Congolais de père et de mère, qui sont connus
On sait d'où je viens. Mais je pense que le débat ne doit pas être taillé encore une fois sur mesure. Il ne faut pas que nous puissions faire les erreurs, commettre les erreurs du dernier régime qui a taillé une loi électorale sur mesure et faire cela. Ça, c'est le propre d'un faible. Si vous aimez le Congo, donnez à tous les Congolais, à tous ceux qui se disent Congolais, la chance de pouvoir faire quelque chose pour le Congolais. Alors, quand il y a certaines questions qui divisent le Congolais, selon votre opinion politique, où est-ce que c'est pas là où vous devrez se traiter? Au niveau des institutions ou au niveau de la classe informelle? Précisez, vous revenez sur le débat. Le débat qui actuel. touche à la nation notamment. Ok. Certaines propositions de loi, ça doit se traiter au niveau de l'Assemblée ou ça doit se traiter en fonction de la température de la population. Vous savez, un État est régi par une loi fondamentale. Une loi fondamentale qui est enrichie par tout un arsenal d'autres lois et règlements qui arrivent à donner les attributions, les compétences à des institutions ou à des individus pour pouvoir les résoudre. Nous pensons que selon la gravité, selon l'opportunité, selon l'importance de certaines questions et la sensibilité de certaines questions, il y a des questions qui ne doivent pas être prises à la légère, et il y a d'autres questions qui ne doivent pas faire l'objet d'intamarres exagérés. La question était celle de savoir c'est quoi les cadres dans lesquels on peut traiter certaines questions sensibles qui fâchent la population. Il faudrait les préciser. Notamment en question congolité entre. La question congolité, je pense que c'est une question qui ne fâche pas la population. C'est une question qui est politique. Avant que certaines personnes se soient senties menacées par une certaine classe politique, certains, on en parle. Dans ce pays, nous avons vécu, même avec des étrangers que nous savions qu'ils ne sont pas des nôtres. Nous avons vécu paisiblement avec eux jusqu'à ce qu'un jour, ils nous prouvent qu'ils n'étaient pas des nôtres. Nous pensons que ce genre de question n'a même pas besoin d'être amené sur la place publique. Lorsque vous êtes national, vous êtes originaire d'un pays, vous êtes natif, vous êtes un citoyen d'un pays, cela se prouve par des documents administratifs. Vous avez un passeport, vous avez un acte de naissance, vous avez une traçabilité. La nationalité, quand même, c'est pas quelque chose qui se présume, c'est quelque chose qui se prouve, c'est quelque chose qui se confirme par des actes. Alors aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que X est congolais, demain vous dites qu'il n'est plus congolais. Alors, Monsieur le Président, avant de passer la parole à Joseph, je voudrais savoir, depuis les 3 ans de Félix Tshisekedi à la tête de ce pays, et quoi vous reprochez ces régimes? Et pourquoi vous n'avancez pas ensemble avec ce régime? Très bonne question. Déjà au départ, je voudrais vous rappeler un peu la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans un pays qui a plus ou moins 85 millions d'habitants. Sur les 85 millions d'habitants, dont à peu près une cinquantaine de millions qui sont en âge de voter, en 2018, il n'y a eu que 38 millions qui sont partis sans relais. Sur les 38 millions qui sont partis sans relais, il n'y a que 18 millions qui sont partis voter. 20 millions de Congolais ont déserté les urnes. Pour vous dire combien le ras-le-bol est énorme. Ils sont venus s'enrôler juste pour prendre une pièce d'identité. Et la CENI renseigne que aucun des candidats président de la République en 2018 n'a pu obtenir 50% des voix. C'est-à-dire, calcul simple, 18 millions divisé par 2, personne n'a pu obtenir 9 millions de voix des Congolais qui ont voté. On renseigne que c'est 36 ou 37%, soit environ 7 millions de Congolais qui auraient voté pour ce pouvoir. C'est un pouvoir qui manque de légitimité dès le départ. Et si un jour il voudrait revenir aux affaires ou rester aux affaires, il va falloir qu'il puisse travailler cette légitimité. Et il le fait tout pour ne pas y arriver. C'est un pouvoir qui n'a jamais proposé un projet, qui n'a jamais proposé un programme. Ils ont commencé en catastrophe, 100 jours, parce qu'il n'y avait pas encore de gouvernement. Ça s'est soldé dans des procès politiques.
qui aujourd'hui on ne sait pas où est-ce que ça va finir, qu'est-ce qui en ressort. Ils sont passés à Chile-Gelou, ils ont évolué, maintenant ils nous parlent de projets de 145 territoires, des fonds seraient déjà sortis. On va où? Quelle est la ligne de conduite? Nous sommes en train d'être gouvernés selon les actualités sur les réseaux sociaux. Il y a un problème, aujourd'hui, eh ben, il faut y aller. Il y a quelque chose qui se passe à Dubaï, tout le monde court à Dubaï. Il y a quelque chose qui se passe à Londres, tout le monde court à Londres. Il y a quelque chose qui se passe ici, c'est là. On va même jusqu'à se permettre une institution placée sous l'autorité de l'exécutif se permet à l'étranger de faire du négationnisme en prétendant qu'au Congo il n'y a pas la guerre. Mais c'est incroyable. J'en ai eu la chair de poule lorsque j'ai écouté cette interview. Alors, hormis le manque de projet, également manque de légitimité, il y a quelque chose d'autre dont vous reprochez le pouvoir en place? Mais je suis en train d'y arriver. Il n'y a pas de sanctions. Je suis en train de parler de ce fameux IGF. IGF, bravo. Il paraît que vous faites du bon travail, bravo. Mais il y a combien de gens que vous avez arrêtés qui sont en cale aujourd'hui? Il y a combien de sous qui ont été récupérés et qui sont rentrés dans les caisses de l'État? Vous dites qu'il n'y a pas la guerre au Congo. Mais avant-hier, on a renouvelé l'état de siège. Je pense qu'aujourd'hui, le plaidoyer qu'il faut faire à l'étranger, c'est un plaidoyer pour que le monde entier sache que la République démocratique du Congo est agressée. Il faut qu'on puisse réfléchir sur le mécanisme de créer un tribunal pénal international pour la RDC. Il faudra qu'on puisse mettre dans la tête de l'humanité qu'il y a un génocide. Un génocide qui s'est commis, qui est en train d'être commis en RDC. La RDC, c'est pas les Caraïbes, c'est pas la Martinique, c'est pas les huiles, je sais pas, de beauté pour venir voir les Congo. Non, la RDC a des difficultés. Et ces difficultés, nous devons en parler et être sincères par rapport à cela pour que nous puissions avoir des personnes qui vont nous aider à résoudre ces problèmes. Nous avons des partenaires historiques. Je reviens sur ma question. Dans le cas où le régime aura une légitimité peut-être après 2023 et aura également un projet de société, on peut s'attendre que vous pourriez faire chemin avec eux. Quel régime? Le régime qui viendra après 2023. Peut-être si c'est le même régime, c'est à reconduire. Donc, nous avec pensons, légitimité et projet de société. Nous sommes lancés en politique, non pas pour faire de la politique pour de la politique. Nous pensons que le mal est tellement profond qu'il faut réformer cette classe politique, déjà en commençant sur les valeurs des hommes. Il faut savoir mettre les bonnes personnes à l'endroit qu'il faut. On ne peut pas débarquer du jour au lendemain, sans programme, sans projet, juste parce qu'on a un joli patronyme, juste parce qu'on a un certain nombre de personnes qui vous courent derrière, ou juste parce que nous avons la poche pleine et que nous puissions remplir les flous. Non, on doit réfléchir sur notre ensemble. Si nous avons lancé un parti politique et que nous l'avons appelé le Rassemblement populaire, ce n'est pas par hasard. Notre but, c'est de pouvoir demander aux Congolais de se rassembler. Vous êtes leader d'opinion. Parce que qu'est-ce que c'est un leader d'opinion pour nous? C'est toute personne qui est capable de réunir 5, 10, 20 personnes autour de lui par rapport à une idée. Vous êtes leader d'opinion. Identifiez-vous. Identifiez les autres. Mettons-nous ensemble. Réfléchissons sur les questions qui concernent notre pays. Proposons des solutions ensemble, faisons un programme ensemble, adoptons-le et allons faire barrage à cette classe politique qui a montré ses limites. Parce que nous sommes plus nombreux que nous. Est-ce que la guerre vous sera facile? Pardon? La guerre là vous sera facile? Quelle guerre? La guerre là De remplacer la classe politique. Comme je le disais tout à l'heure, nous ne nous lançons pas dans cette histoire avec des objectifs à court terme. Nous voulons qu'à un certain moment, ce que nous avons commencé aujourd'hui puisse nous survivre. Qu'un jour, l'histoire de la RDC soit réécrite différemment. Qu'on puisse dire qu'il y a eu 2 ères. On ne parle pas de première république, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Non, on parle que de 2 ères. La première ère, c'est l'ère des pères de l'indépendance. On va prendre au lendemain des indépendances et on va mettre jusque ce régime dedans. On va tous les mettre dedans. Chaque régime a connu ses défis
et y a fait face selon qu'il le pouvait. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous ne voulons même pas nous dire parti d'opposition ou de la majorité parce qu'ils sont tous pareils. On va respecter ce qu'ils ont fait, bravo, mais nous devons tracer une nouvelle ligne. Regardons une nouvelle fois. Qu'on puisse parler de nous dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Qu'on puisse dire qu'un jour, une nouvelle génération en RDC s'est levée. Une génération qui avait mis au centre de son action les valeurs. Une génération qui avait mis au centre de son action le mérite. Une génération qui est arrivée au pouvoir et qui a résolu les problèmes du Congo un par un. Cela peut arriver en 2023 si nous arrivons au pouvoir parce que nous sommes candidats. Vous allez aligner les candidats en 2023? Pardon? En 2023, vous allez aligner les candidats? Aligner. Ou les candidats? Serez-vous vous-même candidat? Mais bien sûr, bien sûr. Nous sommes candidats président de la République démocratique du Congo parce que le Congo a besoin et que nous sommes capables de relever ce défi. Les gouvernements Sama Lukonde pour finir a totalisé une année. Le gouvernement Didier Wario. Quelle lecture faites-vous de sa prestation en tant que deuxième gouvernement de ce régime après le gouvernement Iduna? Merci beaucoup, Joseph. Vous savez, moi j'aime bien lorsque vous arrivez quelque part et que vous-même vous donnez déjà un surnom. On s'appelle Warrior, guerrier, on est terrible, les enfants terribles. Peut-être que c'est la vérité, mais je pense que s'ils sont Warriors, ce sont des guerriers chevronnés, mais pas à la hauteur de la tâche pour laquelle le Congolais attend. Parce que c'est un gouvernement, comme je le disais tout à l'heure, dont nous ne connaissons pas la feuille. Et je vais même adresser Monsieur le Premier ministre, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Premier ministre, parce que vous êtes un intellectuel, je pense qu'il est grand temps. Il est grand temps que vous puissiez faire votre vrai bilan, que vous puissiez savoir pourquoi vous êtes là. Et lorsque vous le comprendrez, que vous comprendrez ce que nous vivons, démissionnez. Rien que pour garder votre honneur. Et si vous êtes dans cette situation parce que vous n'en avez pas le pouvoir, vous êtes coincé, démissionnez. Et si parce que vous êtes incapable encore 3 fois, démissionnez. Ce gouvernement se complaint à raconter que voilà, on a baissé le prix des passeports, on a baissé le prix de l'avion, on a fait des sauts de moutons. Dites-moi, sur 85 millions de Congolais, combien de Congolais ont besoin d'un passeport pour voyager? Combien de Congolais sont appelés à prendre l'avion? Combien de Congolais ont une voiture et qui sont lésés par les embouteillages du boulevard du 30 juin et Lumumba? Maintenant, vous nous parlez de chiffres, croissance, ceci, cela. Écoutez, les chiffres, ce sont des chiffres. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, mais nous ne le voyons pas, nous ne le sentons pas. L'État est absent. Comment du jour au lendemain, parce qu'en Ukraine, il y a une guerre, le transport passerait de 500 francs à 1000 francs, c'est multiplié par 2. Est-ce que le carburant est passé de 1 franc à 2 francs? Et tout ça, ça se passe, et personne ne dit rien. Personne ne dit quoi que ce soit. Quelles sont les mesures que vous prenez? Monsieur le Premier ministre, arrêtez d'être réactif. Anticipez, gouverner, planifier. Je ne vais pas vous apprendre votre métier. Je pense que vous êtes bon dans beaucoup de choses, mais rendez le tâche. Monsieur Michel, merci. Je vous en prie. Merci.